Bonjour, merci à toutes et à tous d'assister à ce talk. Je m'appelle Marie Lopez, je suis la directrice de département de génomique et IA appliquée pour InstaDeep. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Nucleotide Transformer, qui est notre outil, qui est en fait un énorme modèle de langage entraîné sur l'ADN et qui nous permet de faire à la fois de la discovery et de faire du design de séquences d'ADN de manière à pouvoir obtenir des phénotypes voulus à la fois dans des plantes mais aussi dans d'autres systèmes biologiques. Donc, ce Nucleotide Transformer, qu'on appelle aussi le NTV3 pour nous, établit vraiment un nouveau standard pour l'IA en génomique, puisque ça unifie à la fois la prédiction et le design. Et en fait, ce modèle-là a été entraîné sur 9 trillions de nucléotides, un ensemble de 150 000 génomes, et on peut donner au modèle une séquence de nucléotides, c'est-à-dire de lettres dans l'ADN, qui équivaut à 1 million de paires de bases. Et ce modèle-là, il permet de power une plateforme qui s'appelle DeepChain et qui va faciliter la trait discovery et véritablement permettre d'unifier l'analyse des génomes et le design. Donc on a ce modèle qui est un seul modèle qui permet d'avoir une IA massive qui finit de boucler la boucle entre ces deux capacités-là. Donc, simplement pour vous donner une petite introduction sur InstaDeep, donc c'est une boîte de consulting en IA qui est particulièrement spécialisée sur l'application en biologie et qui a été rachetée par BioNTech en 2023 pour travailler sur des tas d'applications en termes de vaccins personnalisés contre le cancer. C'est une entreprise qui est composée d'environ 450 experts en IA et en ML et qui déploie des plateformes qui sont powered par l'IA. Récemment, on a eu la chance de travailler avec des partenaires stratégiques comme Syngenta, par exemple, pour déployer cette plateforme DeepChain et améliorer la trait discovery dans les plantes et dans les cultures et accélérer leur cycle de R&D grâce à ces modèles génomiques nouveaux qui utilisent ces larges modèles de langage. Donc, quel est le problème actuel que vont avoir les entreprises qui veulent utiliser de l'IA adaptée à la génomique? C'est simplement que les tools actuels sont fragmentés et ils ne sont pas adaptés au challenge du monde de l'agriculture moderne, mais aussi du monde biologique moderne. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de limitation dans l'application. Tout problème biologique peut trouver une forme d'application pour ces larges modèles de langage appliqués à l'ADN. Et donc, ici, pour répondre à ce bottleneck-là, on a décidé donc ce bottleneck-là, d'où il vient? En fait, simplement parce que quand on a un problème biologique, souvent, on est intéressé par le phénotype final, c'est-à-dire quelle est l'observation qu'on peut faire à partir du modèle biologique. Donc, ça peut être une cellule avec une drug discovery, par exemple, mais ça peut aussi être une crop. Et souvent, l'information génétique qui est comportée ici ne va pas être en lien direct avec le phénotype observé. C'est-à-dire qu'ici, on a un élément de causalité qui est bien souvent extrêmement mystérieux pour les personnes qui cherchent à faire de la discovery en biologie. Et ici, puisqu'on a un modèle qui a été entraîné un petit peu comme ChatGPT sur 150 000 génomes, on va avoir un modèle qui va être capable de comprendre quelque part la grammaire de la biologie, de manière à utiliser l'IA pour faire un lien entre le modèle biologique et le phénotype observé. Donc vous pouvez vous en douter. Ici, ça va accélérer les cycles de discovery de manière assez extraordinaire. En plus de cet entraînement qui a été fait sur les 150 000 génomes, on ne se contente pas de regarder comment est-ce que la séquence est constituée, mais on intègre également des données de omics, c'est-à-dire des données sur comment est-ce que la séquence se comporte une fois qu'elle est dans la cellule. Donc, de manière comme vous pouvez le voir ici, on a un modèle qui est entraîné à la fois sur la séquence. On va masquer de manière random quelques parties de la séquence. On va demander au modèle de retrouver ce qui était présent à ce niveau-là. Donc il va avoir une compréhension de la grammaire de la séquence. Et en plus de ça, on additionne ce qu'on appelle les functional tracks, c'est-à-dire comment est-ce que la séquence se comporte. On a entraîné le modèle sur 9
trillion de nucléotides et 24 espèces, dont l'humain, mais aussi plusieurs séquences de crops, pour lesquelles on a des home extracts. En termes de performance, on a évalué le modèle sur un ensemble de 106 tâches de manière à pouvoir évaluer complètement la capacité du modèle. Donc on a assemblé 106 tâches de benchmarking pour 7 différentes espèces et on a la capacité de fine-tuner, c'est-à-dire de spécialiser le modèle non seulement sur une espèce donnée, mais aussi sur une tâche donnée dans un contexte qu'on appelle low data, c'est-à-dire qu'une fois que le modèle a été entraîné, puisqu'il dispose de toute cette capacité, toute cette connaissance, on peut le spécialiser avec relativement peu de data à une tâche custom. Et ensuite, on réalise l'évaluation évidemment au niveau de la paire de base, c'est-à-dire au niveau de la lettre qui est présente dans l'ADN. Donc, si je vous montre un petit peu ce que donnent les résultats, ici on va regarder comment est-ce que le NTV3, donc le modèle, est capable d'annoter un génome de référence. Donc c'est extrêmement pratique. Pourquoi ? Parce que des tas de cycles d'innovation se concentrent sur des espèces qui ne sont pas custom, c'est-à-dire sur des espèces pour lesquelles on n'a pas nécessairement beaucoup de données. Ça peut être par exemple des espèces comme les fruits, certains fruits pour lesquels il n'y a pas de données extensives. Et ici, ce que vous pouvez voir en rose, c'est le ground truth, c'est-à-dire l'annotation qui a été faite par des experts sur cette espèce, où on va dire pour chaque lettre à quel type de feature génétique ça appartient. Est-ce que ça appartient à un gène ? Est-ce que ça appartient plutôt à une séquence régulatrice ? Et ce que vous pouvez voir en bleu, c'est la prédiction du modèle. On a une extrêmement bonne correspondance sur toutes les features génomiques, à la fois de la ground truth avec les capacités du modèle. Donc on a un modèle qui peut être utilisable immédiatement sur n'importe quel type de crop, mais aussi n'importe quel type d'espèce animale, sans avoir besoin de réentraînement. Ce n'est pas la seule capacité du modèle, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi intégré des données biologiques qui permettent de savoir comment elle se comporte, comment une séquence va se comporter dans tel ou tel type cellulaire. Et pour ça, on a fait l'évaluation sur ce qu'on appelle des prédictions fonctionnelles. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est plusieurs cellules pour lesquelles on a fait un fine-tuning, c'est-à-dire qu'on a utilisé le modèle de base qu'on a spécialisé. Et quand on se compare ici aux différents autres modèles qui sont présents dans le field, on voit qu'on performe 30% mieux que les modèles complémentaires et qu'on est capable de faire ces prédictions de comment la séquence se comporte de manière tissu spécifique, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire l'expression génique dans différents types cellulaires et différents tissus. Donc, un des freins qui existent pour l'utilisation de ces modèles de manière courante dans les entreprises, c'est de savoir pourquoi est-ce que le modèle donne la prédiction qu'il donne. Donc, c'est-à-dire avoir une forme d'interprétabilité du modèle. Et donc, la manière dont on a construit le NTV3, on a voulu intégrer ces modules d'interprétabilité pour pouvoir comprendre comment est-ce que le modèle était arrivé à la prédiction qu'il faisait. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est le modèle est capable de donner un profil complet d'éléments qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat-là. Donc, vous partez par exemple d'une séquence d'ADN, et c'est tout ce dont le modèle a besoin au départ. Il réalise ensuite une annotation, c'est-à-dire qu'il va attribuer pour chacune des lettres dans l'ADN quelle est sa fonction. Il va ensuite prédire comment est-ce que cette fonction se décline en fonction du type cellulaire, par exemple. Et on a ici ce qu'on appelle une Regulatory Interaction Map, c'est-à-dire qu'on va savoir quelles sont les lettres de l'ADN qui vont être le plus utilisées pour faire la prédiction, pour donner la prédiction. Donc ici, on voit par exemple sur la droite, alors je suis désolée c'est un peu petit, mais que le modèle prédit correctement des séquences régulatrices enhancer avec une corrélation de plus de 0,9. Ensuite, une autre manière d'utiliser ce genre de modèle, c'est de pouvoir faire de la prédiction d'impact de mutation délétère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On a le génome de référence et on a des tas de changements qui vont s'opérer. Et ici, l'idée, c'est de pouvoir comprendre comment est-ce qu'une mutation va avoir un impact bénéfique ou négatif sur la séquence d'ADN et son fonctionnement, et donc un lien vers une meilleure compréhension des maladies. Et ici, le modèle, puisqu'il a été entraîné sur ces 9 trillions de nucléotides, est capable d'avoir une représentation
différentes pour ces mutations de référence et ces mutations alternatives. Et on va avoir ici un scoring des mutations délétères et pathogènes qui va être différent et qui va pouvoir nous indiquer que c'est une mutation qui est probablement responsable d'un phénotype délétère. Et donc ce que vous pouvez voir sur la droite, c'est le modèle qui va pouvoir donner quelles sont les lettres dans l'ADN qui sont les plus importantes pour réaliser sa prédiction. Et ici, on voit qu'une fois qu'on introduit une mutation, on a un motif de régulation de cette séquence qui a complètement disparu. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une interprétabilité supérieure sur ce genre de modèle. Je vais terminer avec la dernière capacité du modèle, qui est aussi probablement celle qui est la plus novatrice. C'est-à-dire qu'on a utilisé des modèles de diffusion, un petit peu comme ce qu'on fait avec les images, pour générer des séquences avec un but particulier. Donc ici, comment est-ce que ça fonctionne? On peut dire au modèle, on peut prompter le modèle pour générer une séquence qui va avoir une activité augmentée ou diminuée. Et ce que vous pouvez voir sur la droite, ce sont les résultats qu'on a obtenus in vivo, donc chez la mouche. Et on voit que chaque fois qu'on prompte des séquences pour avoir une activité régulatrice plus basse, on voit en bleu ici que celles-ci sont plus basses que celles qu'on aurait observées dans la nature. Et de la même manière, quand on prompte la séquence pour qu'elle soit générée de manière à avoir une activité régulatrice supérieure, les activités ici sont supérieures à celles qu'on aurait observées dans la nature. Donc on est capable ici de prompter le modèle de manière à créer une séquence d'ADN. Et enfin, une autre manière de déployer ce genre de système, c'est de prompter pour une spécificité, c'est-à-dire soit une séquence qui soit spécifique d'une autre séquence régulatrice A et pas d'une B. Et c'est ce qu'on voit ici, la spécificité est augmentée en bleu par rapport à ce qu'on trouverait dans la nature. Et enfin, donc, toutes ces capacités du modèle sont directement utilisables sans aucun besoin de connaissances en ML ou en IA à travers la plateforme qu'on a développée qui s'appelle DeepChain. Donc ici, il suffit de rentrer la séquence d'ADN pour pouvoir faire à la fois la notation de génome, l'évaluation de variants, la prédiction de données fonctionnelles, mais aussi la génération de séquences. On a des modèles qui sont 12 fois plus rapides et plus optimisés que les modèles compétiteurs. Et c'est aussi, donc ici ce que vous pouvez voir, en termes de GPU, hour et de token, c'est aussi les modèles qui donnent la plus haute efficacité, donc qui sont les moins chers à faire tourner. Donc DeepChain, c'est une plateforme qui est utilisable dès maintenant, qui est à la fois rapide et précise et déployable sur des modèles de plantes et d'animaux. Il est complètement species agnostique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur n'importe quel type d'espèce. Et on cherche évidemment des partenaires pour le co-développement de ces technologies-là. Je vous remercie de votre attention et bonne conférence.